Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je fais cette vidéo juste pour aider les élèves qui sont en classe de terminale et qui vont bientôt faire les anticipés vu la situation scolaire de cette année avec le contexte de notre pays. Donc peut-être certains, voilà, ce qu'ils avaient eu à faire depuis le début de l'année, ils l'ont oublié ou bien voilà, donc d'où l'objectif de cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la dissertation en philosophie. La dissertation en philosophie, c'est un exercice comme nos commentaires de texte qui sont proposés lors des épreuves anticipées. Donc, raison de plus, voilà, il est important de savoir quelles sont les différentes parties qui composent la dissertation. Donc, la dissertation en philosophie est composée de 3 parties. Il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. L'introduction, elle est composée de 3 sous-parties. D'abord, on parle de l'amorce, ou bien, comme certains le disent, voilà, amener le sujet. Donc, dans cette partie-là, voilà, l'élève peut partir d'un cadre général, ou bien d'une citation, ou voilà, de la définition des concepts. La définition des concepts qui composent le sujet. Donc, l'élève a ces possibilités-là pour faire l'amorce. Donc, après avoir terminé, il doit poser le problème. Donc, il a la possibilité également sur cette partie-là de recopier le sujet, c'est toléré, mais également il peut reformuler le sujet. Mais ce qui est un peu voilà, difficile dans cette partie-là, c'est que si nous reformulons le sujet et que nous ne tenons pas en compte le contexte dans lequel les termes qui composent le sujet ont été employés, nous risquons de trahir le sens voilà, du sujet et dans ce cas de passer à côté. Donc, d'où l'importance voilà, dans la première partie, si on commence par définir les termes, il faut les définir dans le contexte. Je précise bien, dans le contexte, parce que c'est important. Comme souvent, voilà, on a l'habitude de le dire, le mot n'a de sens que dans le contexte qu'il est utilisé. Là, donc, c'est pas parce que je vois juste liberté, voilà, je dois employer une définition passe-partout. Non. Il faut essayer de voir le terme liberté, qu'est-ce que ça signifie dans ce sujet bien déterminé, dans ce contexte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui va nous permettre voilà, de reformuler, de bien reformuler le sujet, de ne pas trahir son sens. Donc ça c'est après avoir fait cela, donc il faut, parce que le sujet vous a été posé et on vous demande de réfléchir. Donc il y a des questions qui sont sous-jacentes. Comme on peut le dire, on peut dire que le sujet est la face visible de l'iceberg. Donc il y a l'autre partie qui est émergée, donc et qu'on doit faire ressortir à travers quoi? À travers des interrogations, à travers des questions. Donc c'est ça qui suit. Après avoir terminé cette partie, donc on doit faire voilà ce qu'on appelle poser le plan. Donc le plan peut être posé de 2 manières. On a la possibilité de faire un plan dialectique, comme voilà, réflexion philosophique, ça peut être dialectique. Donc dans ce cas, on peut faire thèse, antithèse et synthèse. Ou bien voilà, procéder d'une manière analytique. Et dans analytique, il y a analyse. Donc on analyse le sujet d'une manière progressive. Voilà. Donc ce sont les 2 méthodes. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent. Voilà, mais ce sont les 2 méthodes les plus conventionnelles et celles qui sont d'habitude utilisées. Voilà. Donc
Et cette partie-là, ça nous permet de faire une transition dans le développement. Parce que le développement n'est rien d'autre que voilà, le plan que nous avons eu à annoncer. C'est le canevas que nous allons utiliser pour répondre aux questions, pour résoudre le problème. Voilà. Donc si nous optons à faire un plan dialectique et nous annonçons le plan, voilà, d'une manière thèse, antithèse et synthèse, on ne peut pas venir dans le développement et procéder d'une manière analytique. Non. Ça, dans ce sens, ils ont fait des amalgames. Ouais. Donc, il faut, quand on annonce le plan, voilà, et qu'on opte pour faire un plan dialectique, c'est la thèse, antithèse et synthèse, il faut que cette partie-là figure dans le corps de notre devoir, dans le corps du développement. Et la première partie du développement consiste à quoi? Consiste à répondre à la thèse et d'une manière affirmative. Voilà. Et sur ce point-là aussi, je souligne un point très important. Voilà. Parce que souvent, les gens se disent que voilà, vu que la thèse, j'ai répondu d'une manière affirmative, donc l'antithèse, je vais répondre d'une manière négative. Alors, il y a des sujets, il y a certains de ces sujets qu'on ne peut pas répondre d'une manière négative. On ne peut pas dire que oui dans la thèse et non dans l'antithèse. Voilà, donc la philosophie ne se peut pas être contradictoire. Voilà, on ne peut pas dire une chose et dire son contraire tout de suite. Non. Même là, même d'une manière générale, voilà, la réflexion humaine, voilà, le bon sens n'a pas besoin de ça. Voilà, donc quand on dit oui, voilà, on doit essayer dans la deuxième partie de nuancer s'il n'y a pas d'autres possibilités. Parce que c'est pas ce que nous avons défendu seulement sur la thèse qui existe comme réponse. On sait bel et bien cela. Mais dans l'antithèse, donc nous devons essayer de nuancer les propos de l'auteur, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, voilà, que nous n'en avons pas eu à traiter dans le développement, dans la thèse, et que voilà, ça va nous permettre un peu de nuancer, voilà, les propos de l'auteur. C'est ça l'antithèse. Voilà. Donc après l'antithèse, c'est la synthèse. La synthèse, c'est une partie facultative, on peut dire, là, qui n'est pas voilà, aussi primordiale que ça, donc qui consiste à faire un peu le résumé. Voilà, je peux dire la réconciliation. Voilà, même s'il n'y a pas de réconciliation, à vrai dire, voilà, essayer un peu de voir voilà, d'autres perspectives qui vont nous permettre un peu voilà, d'élaborer le sujet. Mais pour certains, voilà, si vous avez des difficultés, je vous conseille de ne pas le faire, de se limiter juste sur une bonne thèse et une bonne antithèse. Après la conclusion également, elle est composée pour certains de 4 parties, mais moi je me limite juste sur les 3 parties. Les 3 parties, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord de faire, voilà, de rappeler la première partie, de rappeler la thèse du sujet, et la deuxième partie, il s'agit de rappeler voilà, l'idée qui est dans l'antithèse. Et la dernière partie, voilà, c'est peut-être là où on va donner notre point de vue, mais tout en utilisant, voilà, comme pronom personnel nous, voilà, donc, et faire une perspective. Voilà, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire dans le débat. Voilà. Sur le sujet, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire sur juste, voilà, un devoir. Donc, là, il va en rester toujours d'autres choses à dire. Donc, c'est ça. Une perspective, essayer de voir, essayer d'ouvrir le débat, voilà, autrement, de prolonger le débat. C'est ça. Donc, je vous remercie, je vous encourage, je vous souhaite bonne chance. Bonsoir à tous. Voilà, cette vidéo, c'est juste pour aider encore, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les élèves qui préparent le bac, les anticipés philosophiques. Voilà, donc à leur rappeler juste les différentes parties, voilà, du commentaire de texte. Donc le commentaire de texte, voilà, c'est un exercice comme tous les autres exercices qui vous sont proposés, comme la dissertation, et qui comprend 3 parties. Donc, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Mais c'est juste le contenu qui diffère. Donc, dans le commentaire de texte, le commentaire philosophique, l'introduction est composée de 3 parties. Donc, la première partie
il s'agit de faire une présentation du texte et de l'auteur. Donc c'est pas comme dans le commentaire, commentaire de document, voilà, on va pas s'attarder sur les détails de biographie de l'auteur ou autre. On présente d'une manière briève, voilà, le texte et l'auteur, les sources, voilà, du texte et l'auteur celui qui a écrit le texte. Après, on va donner l'idée générale. L'idée générale est composée du thème et de la thèse de l'auteur. Pour certains, c'est thème, problématique et thèse. Voilà, donc thème, c'est quoi? C'est de quoi parle le texte. Quand on parle du thème, c'est de quoi parle le texte. Supposons si c'est un texte de Rousseau, voilà, extrait du contrat social et qui parle de l'État, le thème, on peut dire c'est l'État. Ouais. Donc, le thème, c'est l'État. Bien, voilà, l'état de nature, si ça parle spécifiquement de l'état de nature, je précise bien. Donc, après le thème, on peut dire sur le thème, voilà, il y a un problème donné. Donc, qui a poussé l'auteur à écrire le texte. Donc, c'est ce problème-là qu'on doit poser si on veut faire la problématique. Si on juge ça comme étant facultatif, on peut passer à la thèse. La thèse, c'est quoi? Sur le thème de l'État, Rousseau, ou bien de l'état de nature, Rousseau défend une position claire et nette, précise. Et c'est cette position-là qu'il faut faire ressortir à travers quoi? À travers une bonne lecture du texte, à travers aussi la compréhension du texte. Donc, c'est ça la thèse. La thèse, c'est la réponse que l'auteur donne par rapport, voilà, au problème donné, bien par rapport à ce thème. Quelle est sa position? Quelle est la position que l'auteur défend? Qu'est-ce que soutient l'auteur dans ce texte? Ce sont ces questions-là qui vont nous permettre, voilà, de faire sortir la thèse de l'auteur. Donc, après cela, la troisième partie consiste à diviser le texte. Si, voilà, c'est-à-dire le plan. Donc, sur cette partie-là, j'insiste là-dessus. Voilà. Parce que je me dis que le travail, bien, voilà, l'exercice philosophique ne doit pas être mécanique. Diviser le texte par lui, ça c'est trop mécanique. Il faut chercher des centres d'intérêt. C'est-à-dire des centres qui regroupent des idées secondaires. Les idées secondaires, on peut les regrouper par centre d'intérêt. Et chaque centre d'intérêt, on lui donne un intitulé. Ça c'est plus facile. Mais diviser le texte de ligne A à ligne B, après revenir pour dire de ligne B à ligne C, ça c'est trop mécanique. Et en plus, si par exemple on rencontre, voilà, des textes où l'auteur prend une idée à partir du début et jusqu'au milieu, il laisse l'idée et il reprend une autre idée. Voilà, une fois terminée cette idée reprise là, voilà, donc il reprend l'idée d'en haut. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'idée qu'il avait pris en haut, il reprend ça en bas. Donc dans ce cas, si on veut diviser par ligne, ça pose problème. On risque de se perdre. On risque de diviser le texte en 3 parties alors qu'il y en a juste 2. Voilà. Donc raison de plus, il faut diviser le texte par centre d'intérêt. Voilà. Donc après, ça sont les différentes parties de l'introduction. Après, il faut passer au développement. Le développement, c'est quoi? C'est d'abord l'explication du texte et la partie discursive, c'est-à-dire la partie critique. L'explication, comme je l'ai dit, c'est l'explication du texte. Donc, on explique les idées. Les exemples, on peut laisser à côté. Mais on explique les idées à travers notre culture générale, à travers les cours que nous avons pu en faire en classe. Nous allons nous appuyer sur ça pour davantage expliquer et étayer notre argumentation à travers nos propres mots. C'est ça l'explication. Mais il ne s'agit pas de venir dans cette partie-là, de réciter le cours. Non. On te demande d'expliquer le texte. Il faut toujours partir du texte et revenir au texte. Donc le texte, c'est le support de base. C'est bon? Maintenant, la partie critique.
il y a deux manières de critiquer. On peut critiquer d'une manière contraire, je ne vais pas dire négative, parce que négatif c'est un peu voilà. Donc on va dire d'une manière contraire, c'est-à-dire on prend le contre-pied de la pensée de l'auteur. C'est ça. Prendre le contre-pied de la pensée de l'auteur. Si l'auteur voilà, émet une thèse, on prend le contre-pied de sa pensée, le contraire de cette thèse-là. Et évidemment, avoir des auteurs, c'est important aussi, avoir des auteurs au moins qui ont eu, parce que bon, c'est pas ce que dit juste le texte, c'est ça qui est vrai. Seulement, non. Ça, c'est la conception de l'auteur par rapport à un problème bien déterminé. Donc, vous pouvez avoir votre propre conception. Il y a d'autres auteurs philosophes, d'où on dit que voilà, la philosophie n'est libre que dialectique. Voilà, que dialectique. Donc, chaque fois, il faut chercher à chercher au moins d'autres perspectives différentes de l'explication de la thèse de l'auteur. C'est ça qui va nous permettre de critiquer, de discuter voilà, le texte. Est-ce que vous voyez? De discuter le texte. Donc, si l'auteur soutient une idée, on peut prendre son contre-pied, mais également on a la possibilité de prolonger sa thèse. Parce que l'auteur ne peut pas dire tout sur une question. Voilà, sur une question, par exemple, sur l'État, si il soutient que voilà, l'État est nécessaire, donc il ne peut pas tout dire sur la nécessité de l'État. Donc, il y a d'autres idées, ou bien il y a d'autres perspectives qui ont été développées par d'autres auteurs que vous pouvez employer pour discuter le texte. Donc, c'est ça la partie discussion. Et chaque fois, aussi cette partie-là, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de réciter le cours. Il ne s'agit pas de réciter le cours. Donc, après, voilà, c'est la conclusion qui reste. Et la conclusion, elle est composée de 3 parties aussi. Donc, la première partie, c'est rappeler la thèse de l'auteur. La deuxième partie, c'est rappeler l'idée que nous avons eu à soutenir dans la partie discursive, la partie critique. Et la dernière partie, c'est de montrer l'intérêt philosophique du texte. C'est-à-dire, parce que quand nous étudions un texte, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas eu, voilà, que nous ne connaissons pas. Et que ce sont des informations nouvelles que le texte nous donne, que le texte nous révèle. Donc, c'est cette portée philosophique-là qu'il faut ressortir, qu'il faut faire sortir. C'est ça l'intérêt. Ce que le texte nous a apporté comme quelque chose de nouvel. Donc, c'est ça l'intérêt philosophique. Voilà, donc je vous remercie et encore je vous souhaite bonne chance.